Le téléphone sonna au pire moment possible. J'essayais de dévisser un robinet rouillé sous l'évier. Les vieilles canalisations de cette maison avaient toujours été une source d'ennui, surtout depuis le départ de Christophe. Mon mari avait été un vrai bricoleur, mais je n'avais appris que les bases de la plomberie lorsque je me suis retrouvée seule. Je m'essuyais les mains sur un torchon et me précipitais vers le téléphone, laissant la clé à molette sur le sol de la salle de bain. « Allô » répondais-je toujours brièvement, sans cérémonie. « Maman, c'est Guillaume. » La voix de mon fils était tendue, et je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. En 20 ans de maternité, puis 22 autres en tant que grand-mère, j'avais appris à reconnaître ces notes dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en m'enfonçant dans le vieux fauteuil près de la fenêtre. Il s'éclaircit la gorge, un autre signe inquiétant. Guillaume ne s'éclaircissait la gorge que lorsqu'il était nerveux ou sur le point de dire quelque chose de désagréable. Véronique, les parents de Perle et moi avons discuté des préparatifs du mariage d'Émile. Il se tut de nouveau, et je me préparais au pire. Mon fils n'avait jamais été doué pour dire ce qu'il pensait, surtout lorsqu'il s'agissait de situations potentiellement conflictuelles. Il avait hérité ce trait de son père. Chris préférait aussi éviter la confrontation. Moi, au contraire, j'avais toujours été partisane d'appeler un chat un chat. Et je le poussais, n'y va pas par 4 chemins. J'ai un robinet qui fuit. Nous avons décidé que tu n'étais pas invité au mariage de ton petit-fils. Les mots restèrent suspendus entre nous comme un lourd rideau. Je sentis quelque chose de froid se nouer dans ma poitrine, mais je gardai mon sang-froid. Je vois, fut tout ce que je dis, en serrant plus fort le téléphone. Maman, il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ma décision. Véronique et les parents de Perle estiment qu'après ce qui s'est passé à Noël. Je comprends. En fait, je comprenais bien plus que ce que Guillaume voulait dire. Ce n'était pas seulement une réaction à ce qui s'était passé. C'était l'aboutissement de nombreuses années de tension entre Véronique et moi, qui avait commencé bien avant le mariage de mon fils. Je me souvenais de notre premier conflit sérieux comme si c'était hier. Guillaume avait amené Véronique à Beaumont pour le week-end afin de nous la présenter, à moi et à Christophe. C'était une belle fille soignée, diplômée en droit et pleine d'ambition professionnelle. Je remarquai immédiatement son regard évaluateur sur notre modeste maison, les vieux meubles, et même sur moi, une infirmière vieillissante avec des rides dues aux gardes de nuit constantes et des mains qui n'avaient jamais connu de salon de manucure. Pendant le dîner, elle avait nonchalamment fait remarquer que Guillaume pourrait trouver un meilleur emploi dans une grande ville au lieu d'enterrer son potentiel dans une entreprise de construction de province. J'avais répondu que tout le monde ne mesurait pas le succès au nombre de zéros sur un chèque de paie ou à des cartes de visite prestigieuses. Chris m'avait serré la main sous la table. Notre signal secret pour me dire de ralentir. Mais je n'avais pas ralenti. Et ce n'était que le premier de nombreux moments de ce genre. « Maman, tu es là ?» La voix de Guillaume me ramena au présent. « Oui, je suis là », répondis-je. « Je réfléchis, c'est tout. » J'ai essayé de les en dissuader, mais Véronique pense que tu essaies délibérément de gâcher la fête. Elle dit que tu n'as jamais approuvé sa relation avec Perle. Il y avait une part de vérité là-dedans. Perle, comme sa future belle-mère, semblait trop préoccupée par les apparences du succès. Émile, en revanche, avait toujours été un garçon simple, comme son grand-père. Honnête, direct, bricoleur et bon cœur. Il avait choisi une carrière chez les sapeurs-pompiers, contre la volonté de ses parents qui voulaient le voir en costume dans une grande entreprise. Je voyais une lueur du sang de Chris dans cette décision, et cela me réchauffait le cœur. Maman, je comprends que tu sois contrariée. Je ne suis pas contrariée, Guillaume, l'interrompis-je. Je prends note. C'était un mensonge, bien sûr. À l'intérieur, j'étais une tempête d'émotions. Ressentiment, colère, déception. Mais au cours de mes nombreuses années en tant qu'infirmière aux urgences, j'avais appris à maîtriser mes émotions. Cette capacité n'avait fait que se renforcer après la mort de Christophe, 3 ans plus tôt. Je n'ai pas pleuré à son enterrement. Je n'ai pas sangloté sur ses affaires en les emballant dans des cartons. Je suis juste devenue plus abrupte, plus directe, plus seule, je suppose. Sans Chris pour arrondir mes angles, j'étais devenue une pierre brute qui heurtait constamment les autres avec ma rudesse. Je suis désolée, maman. Vraiment. Je pouvais presque le voir, debout dans sa maison bien rangée avec la clôture blanche, faisant tourner son alliance à son doigt. Une autre habitude qui trahissait sa nervosité. Véronique était probablement à proximité, peut-être même en train d'écouter notre conversation. « Ne t'excuse pas,
Guillaume. C'est la décision de la famille de ton fils, et je la respecte. Je sentis l'amertume de mes propres mots. Émile avait toujours été spécial pour moi. Mon premier petit-fils, si semblable à Christophe, non seulement en apparence, mais aussi en caractère. Le garçon qui s'asseyait avec moi pendant des heures dans le garage pour m'aider à réparer la vieille tondeuse à gazon ou à trier les boîtes d'outils de son grand-père. Qui écoutait mes histoires sur mon travail à l'hôpital quand les autres levaient les yeux au ciel devant mes récits d'horreurs médicaux. Maintenant, il se mariait et je ne serais pas là le jour J. Tu n'es vraiment pas en colère? La voix de Guillaume semblait incrédule. Je n'ai pas dit que je n'étais pas en colère, répondis-je honnêtement. J'ai dit que je respectais votre décision. Il y eut une pause. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Probablement une autre émission de cuisine que Véronique aimait tant. D'accord, dit-il finalement. Je suis content que tu comprennes. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment mon propre fils pouvait permettre que je sois exclu d'un événement familial aussi important. Je ne comprenais pas pourquoi mon petit-fils, avec qui j'avais toujours eu un lien spécial, ne prenait pas ma défense. Je ne comprenais pas comment on en était arrivé là. Le mariage est dans 3 semaines, ajouta Guillaume. Au jardin du lac. Je connaissais l'endroit, un restaurant chic avec vue sur le lac à la périphérie de Beaumont. Il n'était pas surprenant qu'il l'ait choisi. Véronique avait toujours été attirée par le luxe ostentatoire. Merci de me le faire savoir, dis-je sèchement. Maintenant, je dois retourner à mon évier. Bien sûr, maman. Je t'appellerai la semaine prochaine. Nous savions tous les deux qu'il n'appellerait pas. Après des conversations comme celle-ci, Guillaume m'évitait généralement pendant des semaines, parfois des mois. Au revoir, mon fils. Je raccrochai et restai assise quelques minutes, regardant par la fenêtre mon petit jardin. Les parterres de fleurs avaient besoin d'être désherbés. L'haie avait besoin d'être taillée. Chris s'était toujours occupé du jardin, et maintenant j'oubliais souvent ses corvées. La douleur de la nouvelle était vive, mais étrangement détachée. C'était comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre, et que j'observais de loin. C'était peut-être une réaction de défense développée au fil des années de travail avec des patients gravement malades. Ou peut-être était-ce le résultat du vide que je ressentais après la mort de mon mari. Je me levai et retournai lentement dans la salle de bain où le robinet fuyait toujours. Machinalement, je saisis la clé à molette, me souvenant comment Chris m'avait appris à utiliser les outils. Ne force pas, Audrey. Tourne lentement. Je crus l'entendre dire. Chris disait toujours qu'il n'y avait pas de problème qui ne pouvait être résolu avec le bon outil et un peu d'ingéniosité. Même si ça semble désespérément cassé, il y a toujours un moyen de le réparer, aimait-il à dire. Et c'est alors que j'eus une révélation. Je n'allais pas rester là à pleurer parce que je n'avais pas été invitée au mariage de mon petit-fils. Je n'allais pas supplier mon fils ou Véronique de changer d'avis. Je n'allais pas appeler Émile pour faire une scène. J'allais trouver mon outil et réparer la situation à ma façon. Un plan commença à se former dans ma tête. Quelque chose qui leur montrerait à tous que je n'étais pas juste une vieille femme blessée qu'on pouvait mettre de côté. Quelque chose qui rappellerait à Émile notre lien spécial. Quelque chose qui les surprendrait tous et les ferait peut-être reconsidérer leur opinion sur moi. Non, je n'allais pas débarquer au mariage ou faire quelque chose de mesquin et d'indigne. J'avais quelque chose de bien plus inattendu en tête. Avec mon nouvel objectif en tête, je finis rapidement avec l'évier, me laver les mains et me diriger vers mon vieux secrétaire. Sortant un carnet et un stylo, je commençai à faire une liste de ce dont j'aurais besoin pour mon plan. Je ne serais peut-être pas au mariage d'Émile, mais je ne serais certainement pas oubliée et ignorée. Guillaume, Véronique, et surtout mon cher petit-fils. Ils allaient tous découvrir que la vieille Audrey Marchand n'était pas si facile à écarter. On verra qu'il y aura un choc dans 3 semaines, pensai-je en inscrivant résolument le premier point sur ma liste. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, la première chose dont je me suis souvenue fut l'appel téléphonique de la veille. La blessure que j'avais enfouie au plus profond de moi refit surface, mais je la repoussai résolument. J'avais traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et j'avais appris à ne pas gaspiller d'énergie en émotions vaines. Je devais passer à l'action. Je m'assis sur le lit, fixant la moitié vide où Chris avait l'habitude de dormir. Parfois, je me réveillais encore au milieu de la nuit, tendant la main pour le toucher, et chaque fois, la réalité de son absence me frappait de plein fouet. Aujourd'hui, ces sages conseils me manquaient particulièrement. « Qu'est-ce que tu ferais, vieux grincheux »
demandai-je à mon compagnon invisible, comme je l'avais fait si souvent au cours des 3 dernières années. Sortant du lit, je me dirigeai vers la cuisine pour préparer mon petit déjeuner habituel. Des flocons d'avoine avec une pomme et une tasse de thé fort. Je m'assis à table et ouvris le carnet où j'avais griffonné mes pensées la veille. Il n'y avait qu'un seul mot, surprise. Pas d'idée précise, pas de plan, juste la détermination de faire quelque chose qui les ferait tous changer d'avis sur moi. En remuant mes flocons d'avoine, je passai en revue tout ce que je savais sur mon petit-fils. Émile avait toujours été un enfant spécial, calme, réfléchi, mais avec un feu intérieur qui brillait de 1000 feux lorsqu'il s'agissait de ses passions. Enfant, il collectionnait les modèles réduits de camions de pompiers, puis s'est passionné pour les moteurs, et à 16 ans, il a commencé à demander à ses parents de le laisser acheter une moto. Guillaume et Véronique étaient catégoriquement contre. C'est dangereux. Tu vas avoir un accident. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a élevé. Les craintes parentales habituelles. Je comprenais leurs inquiétudes, mais je voyais à quel point cela contrariait le garçon. Cette année-là, pour son 16e anniversaire, je lui avais offert un vieux livre sur l'histoire des motos que j'avais trouvé chez un bouquiniste. Il était ravi. Nous avions passé des heures à feuilleter les pages avec des photos de modèles classiques. Et c'est là qu'il m'avait parlé de son rêve pour la première fois. « Mamie, tu vois celle-là » Il avait montré une photo d'une moto élégante avec des détails chromés. C'est une Triumph Bonneville de 1968. Une vraie légende. Si je pouvais choisir n'importe quelle moto au monde, ce serait celle-là. Je me souvenais comment il avait caressé la page brillante de ses doigts, comment ses yeux s'étaient illuminés. À ce moment-là, il ressemblait tellement à Chris que j'en eus le souffle coupé. « Tu en auras une comme ça un jour », lui avais-je promis alors. Émile avait souri d'un air dubitatif. « Ça m'étonnerait, mamie. Des motos comme ça, ce sont des pièces de musée, et elles coûtent une fortune. » Mais le rêve était resté. Même lorsqu'il est allé à l'université, puis à l'école des sapeurs-pompiers, lors des rares occasions où nous nous voyions, nous parlions encore de motos classiques. Et à chaque fois, la Triumph Bonneville restait sa préférée. Je repoussai mon assiette vide et pris une gorgée de thé. C'était ça. Voilà ce que je pouvais faire. Offrir à Émile son rêve, la moto dont il rêvait depuis son adolescence. Ce serait le cadeau de mariage parfait, montrant la profondeur de mon amour pour mon petit-fils et faisant peut-être reconsidérer à tout le monde leur décision de ne pas m'inviter au mariage. Mais où trouver une rare Triumph Bonneville de 1968 ? Et plus important encore, comment pourrais-je me permettre un tel achat avec ma modeste pension d'infirmière ? Je saisis le téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur, même si je ne l'avais pas appelé depuis des mois. « Allô » répondit une voix rauque à l'autre bout du fil. « Léonard. C'est Audrey. » Léonard Prieur était un ami de longue date de Christophe, et après sa mort, il était devenu mon ami aussi. Ancien mécanicien militaire, il tenait un petit atelier à la périphérie de Beaumont, où il réparait tout, des tondeuses à gazon aux voitures de collection. Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une vieille moto, c'était bien lui. Audrey Marchand. Ça fait une éternité. Comment vas-tu, vieille chouette ? Je ne pus m'empêcher de sourire. Léonard était la seule personne, à part Christophe, que j'autorisais à m'appeler vieille chouette. Mieux que toi, vieux schnock. J'ai entendu dire que ta goutte te faisait encore des siennes. Juste des rumeurs. Je suis en pleine forme. Il toussa, réfutant ses propres paroles. Il s'est passé quelque chose. Tu n'es pas du genre à appeler juste pour bavarder. J'ai besoin de ton aide, Léonard, et de ton expertise. Je suis tout oui. Je lui parlais de mon idée de trouver et d'offrir une Triumph Bonneville à Émile pour son mariage. Je ne mentionnais pas que je n'avais pas été invité. Je ne voulais pas paraître pathétique à ses yeux. Une Bonneville de 68, siffla Léonard. Ambitieux, Audrey. Il n'en reste que très peu, surtout en bon état. Et en mauvais état ? Demandai-je. Il y eut une pause. Eh bien, à vrai dire, traînait-il, Morvan a. Une vieille Triumph dans sa casse. Je ne suis pas sûr du modèle ou de l'année, mais c'est certainement quelque chose des années 60. Mon cœur se mit à battre plus vite. La casse de Morvan ? Celle derrière la voie ferrée ? C'est ça. Morvan collectionne les vieilles motos et voitures. La plupart ne sont que de la ferraille, mais on y trouve parfois de vrais trésors. On pourrait aller y jeter un œil. Aujourd'hui ? Demandai-je, incapable de cacher mon excitation. Léonard rit. Tu n'as pas changé, Audrey.
Toujours aussi tenace. D'accord, je passe te prendre dans 1 heure. Exactement 1 heure plus tard, Léonard était toujours ponctuel. Une habitude militaire, son pick-up déglingué s'arrêta devant ma maison. J'attendais déjà sur le porche, vêtu d'un vieux jean et de la chemise à carreaux de Chris, que je portais souvent pour jardiner. Monte, me fit-il signe. La route est longue. La case de Morvan se trouvait à 25 kilomètres de Beaumont, à la périphérie d'une ville voisine. Léonard et moi avons bavardé de tout et de rien pendant le trajet. Son mal de dos, mon jardin en friche, le nouveau maire qui s'attaquait enfin aux adolescents du coin qui s'étaient mis à taguer les bâtiments municipaux. Finalement, le pick-up quitta la route principale pour s'engager sur un chemin de terre. Et devant nous, nous vîmes un grand portail avec un panneau indiquant « Casse Auto Morvan aux propriétés privées ». « Attends ici », dit Léonard en sortant de la voiture. « Je vais d'abord parler à Morvan. C'est un vrai requin en affaires. » Je hochai la tête et restai dans la cabine, regardant Léonard disparaître derrière le portail. À travers la fenêtre du camion, j'examinais la casse. Des rangées de voitures rouillées, des montagnes de pièces détachées, de vieux pneus. L'endroit avait l'air abandonné et un peu sinistre. 15 minutes plus tard, Léonard revint, accompagné d'un homme grand et mince à la barbe gris hirsute. Ce devait être Morvan. « Voici Audrey », me présenta Léonard. « Audrey, voici Morvan. » Morvan me toisa du regard et hocha la tête. « Une dame qui s'intéresse aux vieilles motos ? C'est inhabituel. » « Une dame qui s'intéresse spécifiquement à une Triumph Bonneville de 1968, répondis-je en sortant de la voiture et en lui tendant la main. Morvan la serra, et je sentis la force de ses doigts noueux. Léonard dit que vous en avez peut-être une, ajoutai-je. Peut-être, répondit Morvan évasivement. Allons voir. Nous le suivîmes plus profondément dans la casse, serpentant entre les rangées de métal tordu. Finalement, il s'arrêta près d'un petit hangar. C'est ici que je garde mes pièces spéciales, dit-il en déverrouillant un cadenas. Tout n'est pas de la camelote dans ma casse, vous savez. À l'intérieur du hangar se trouvaient plusieurs motos recouvertes de bâches. Morvan se dirigea vers l'une d'elles et retira la bâche. Mon souffle se coupa. Même dans son état actuel, avec la peinture écaillée, la rouille sur les parties chromées et une selle déchirée, la moto était magnifique. Des lignes élégantes, une silhouette classique et un réservoir de carburant distinctif avec l'emblème Triumph. Mon Dieu, murmurai-je. Léonard siffla et s'accroupit pour examiner le moteur. Une Triumph Bonneville T120 de 68, confirma-t-il. Elle est dans un état épouvantable, mais c'est bien la vraie. Combien ? Demandai-je sans détour à Morvan. Il se gratta la barbe. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre, objectai-je. Donnez votre prix. Vous ne comprenez pas, secoua la tête Morvan. C'est une pièce de collection. J'allais la restaurer. Quand ? Demandai-je sceptiquement, en regardant la couche de poussière sur la moto. À en juger par son apparence, elle est là depuis des années. Morvan fronça les sourcils, mais ne discuta pas. 1000 €, dit-il finalement. Et c'est seulement parce que vous êtes une amie de Léonard. 4. Mon estomac se serra. 1000 €, c'était beaucoup d'argent pour moi, mais en regardant la moto, je réalisais que c'était un bon prix pour un article aussi rare. 800, offris-je. 950, contrat Morvan. Pas un centime de moins. Nous nous sommes mis d'accord sur 925 €. Cela signifiait que je devrais retirer presque toutes mes économies, que j'avais mises de côté pour les coups durs. Mais en regardant la moto, je sentis que cela en valait la peine. Quand pouvez-vous la récupérer ? Demanda Morvan en me serrant la main pour sceller l'affaire. Je jetai un coup d'œil à Léonard. Aujourd'hui, répondit-il pour moi. J'apporterai la remorque après le déjeuner. Sur le chemin du retour vers Beaumont, je ressentis une excitation étrange que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Le plan commençait à prendre forme. J'avais une moto, ou ce qu'il en restait, et 2 semaines et demie avant le mariage d'Émile. Léonard, dis-je à mon ami alors que nous nous arrêtions devant ma maison. Tu vas m'aider à la remettre en état ? Il me jeta un regard rapide. Tu es sérieuse, Audrey ? Cette moto est dans un état lamentable. Il faudra des semaines de travail et beaucoup d'argent pour les pièces. J'ai 2 semaines et demie. Et je calculai rapidement dans ma tête combien d'économies il me restait après l'achat de la moto. Environ 300 € pour les pièces. Léonard secoua la tête. Ce n'est pas assez et tu le sais.
On trouvera une solution, dis-je obstinément. On peut utiliser des pièces d'autres motos, économiser de l'argent quelque part. L'important, c'est qu'elle ait l'air décente et qu'elle démarre. Audrey, ce n'est pas réparer un robinet de salle de bain, soupira Léonard. C'est une restauration majeure. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en si peu de temps et avec un tel budget. Je me tournai vers lui, sentant la même obstination qui m'avait autrefois poussé à me battre pour la vie des patients aux urgences, même quand d'autres avaient baissé les bras, monté en moi. Léonard Prieur, tu vas m'aider ou non? Il me regarda longuement, puis soupira lourdement. Bon sang, Audrey. Bien sûr que je vais t'aider. Quand est-ce que je t'ai déjà refusé quelque chose? Je souris, soulagé. Merci, mon vieux. Ne me remercie pas encore, vieille carne, grommela-t-il. Mais je pouvais voir le sourire au coin de ses yeux. On a beaucoup de travail. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis immédiatement assise devant le vieil ordinateur que Chris avait acheté peu de temps avant sa mort. Je n'étais pas très douée en technologie, mais j'avais appris à utiliser un moteur de recherche et les emails. J'ai passé les 2 heures suivantes à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur la Bonneville T120 de 1968. Spécifications techniques, particularités de la restauration, problèmes potentiels. J'ai fait une liste des pièces nécessaires et une estimation approximative des coûts. Le résultat fut décevant. Même avec les estimations les plus modestes, il nous fallait au moins 700 à 800 € rien que pour les pièces de base, sans parler de la peinture, du chrome et d'autres détails cosmétiques. Je fermai mon ordinateur portable et regardai par la fenêtre. Une légère pluie tombait dehors, reflétant mon humeur. Peut-être que l'idée était vraiment trop ambitieuse pour mes capacités. Mon regard tomba sur une vieille photo accrochée au mur. Moi, Chris et le petit Émile lors d'une partie de pêche. Le garçon avait environ 8 ans, tenant fièrement ça. Première prise, une petite perche. Son visage rayonnait de bonheur. Je me souvins comment Émile m'avait appelé après avoir été accepté à l'école des sapeurs-pompiers, comme il était nerveux avant sa première garde, comment il m'avait raconté sa première opération de sauvetage. J'avais toujours été plus qu'une simple grand-mère pour lui. J'étais son amie et son allié. Et maintenant, une querelle de famille me privait de la possibilité d'être là pour lui l'un des jours les plus importants de sa vie. Non, je ne pouvais pas abandonner comme ça. Il devait y avoir un moyen de résoudre le problème financier. J'ouvris mon placard et sortis une vieille boîte en fer blanc où je gardais quelques objets de valeur. Parmi eux se trouvait un collier de perles que Chris m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. Je le portais rarement. Je n'aimais pas particulièrement les bijoux et je n'avais presque jamais l'occasion de sortir. Les perles étaient véritables et valaient probablement beaucoup. Je savais que Chris avait économisé pendant près d'1 an pour me les offrir. L'idée de les vendre me serrait le cœur, mais je savais que c'était le moyen le plus réaliste d'obtenir l'argent dont j'avais besoin. Il aurait compris, pensais-je en caressant les perles froides. Chris avait toujours privilégié le pratique au sentimental, et il aimait son petit-fils autant que moi. C'était décidé, demain, j'emmènerai le collier chez un prêteur sur gage en centre-ville. Mais d'abord, je devais préparer un endroit pour travailler sur la moto. Je descendis au garage, que j'utilisais principalement comme débarras depuis la mort de Chris. Je commençai à dégager l'espace, déplaçant des boîtes de vieilles choses, d'outils et de pièces de rechange que mon mari n'avait jamais jetées, croyant qu'ils serviraient un jour. On dirait que tu avais raison, vieux bougon, marmonnai-je en découvrant une caisse d'outils de métallurgie. Beaucoup d'entre eux étaient vieux, mais toujours en bon état. Cela pourrait nous faire économiser de l'argent. Le soir, lorsque Léonard appela pour dire qu'il apporterait la moto le lendemain matin, le garage était prêt. J'avais même trouvé de vieux plans et schémas de moto que Chris avait conservés dans sa collection de littérature technique. Allongé dans mon lit cette nuit-là, je me sentis étrangement excité. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but, un vrai défi. C'était presque comme au bon vieux temps à l'hôpital, quand un patient difficile arrivait et que tout le monde disait qu'il y avait peu de chance. Mais je me battais obstinément jusqu'au bout. Je savais que c'était une entreprise risquée. L'argent était rare et le temps encore plus. Mes connaissances en mécanique se limitaient aux compétences de base que Chris m'avait enseignées. Mais maintenant, j'avais Léonard, et nous avions tous les deux de l'obstination et de la détermination. On y arrivera, me promis-je en m'endormant. On offrira son rêve à Émile. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités que je n'avais pas connu depuis des années. Léonard apporta la moto tôt le matin, et nous nous mîmes immédiatement au travail. D'abord,
Nous l'avons entièrement démonté pour évaluer l'état de chaque pièce. La situation s'est avérée à la fois meilleure et pire que ce que nous avions prévu. Le moteur est en meilleur état que je ne le pensais, dit Léonard en examinant l'intérieur. Morvan l'a gardé dans un endroit sec, sinon la corrosion aurait été bien pire. Et la transmission ? Demandai-je en m'essuyant les mains sur un chiffon. Après quelques heures de travail, elles étaient déjà couvertes d'une couche d'huile de moteur et de rouille. Léonard secoua la tête. C'est là que ça se gâte. Il faudra remplacer l'embrayage et peut-être la boîte de vitesse. Je hochai la tête, calculant mentalement les coûts. Le collier de perles que j'avais emmené chez le prêteur sur gage la veille avait rapporté 650 €. Moins que ce que j'avais espéré, mais c'était tout de même une somme importante. On s'en sortira, dis-je avec confiance. Que devons-nous commander en premier ? Léonard fit une liste des pièces les plus essentielles, et je passai immédiatement une commande en ligne sur un site spécialisé qu'il m'avait recommandé. Pendant que nous attendions la livraison, nous avons nettoyé et préparé le cadre et les autres pièces survivantes. Tu sais, Audrey, dit Léonard alors que nous faisions une pause pour le déjeuner le deuxième jour de travail. Je ne t'ai pas vue aussi pleine de vie depuis longtemps. Je pris une gorgée de thé froid de mon thermos. Je suppose que j'avais besoin d'un vrai projet. Après ma retraite et la mort de Chris, je me suis en quelque sorte figée. Je comprends. Il hocha la tête. Quand j'ai fermé l'atelier, j'ai ressenti la même chose. Les gens ont besoin d'un but. Je regardais la moto partiellement démontée au milieu du garage. Mon but est de voir le visage d'Émile quand il recevra cette moto. Et le visage de ses parents ? Demanda légèrement Léonard. Surtout celui de ta belle-fille. Je parie qu'elle ne sera pas ravie. Je haussai les épaules, essayant de paraître indifférente. Ce sera un joli bonus. Nous avons ri tous les deux, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas ri aussi sincèrement depuis très longtemps. Le travail sur la moto avançait avec plus ou moins de succès. Certaines pièces sont arrivées plus tôt que prévu, d'autres ont été retardées. Léonard venait tous les jours, généralement le matin, et nous travaillions tard le soir. J'ai appris à distinguer les différents types de clés en un coup d'œil, j'ai maîtrisé les bases du sablage du métal, et j'ai même aidé au réglage du carburateur. Tu pourrais être mécanicienne, remarqua Léonard un jour où j'avais démonté et nettoyé la pompe à essence toute seule. Dans une autre vie, peut-être, répondis-je. Bien qu'en médecine, on ait aussi affaire à des mécanismes, seulement ils sont biologiques. Pendant que je travaillais sur la moto, j'essayais d'en savoir plus sur le mariage d'Émile. Guillaume n'a pas appelé comme promis, mais cela ne m'a pas surprise. Mon fils évitait toujours les conflits et les conversations difficiles. Émile lui-même ne m'a pas contacté non plus, ce qui était plus inhabituel. Il m'appelait généralement au moins une fois par semaine. Apparemment, on lui avait parlé de la décision de ne pas m'inviter, et maintenant il se sentait mal à l'aise. J'ai décidé de me tourner vers Marthe Dubois, une vieille amie dont la fille était fleuriste et s'occupait souvent des arrangements de mariage à Beaumont. Marthe, sais-tu par hasard qui s'occupe des fleurs pour le mariage de mon petit-fils ? Demandai-je nonchalamment lorsque nous nous sommes croisés au supermarché. Marthe parut embarrassée. En fait, Audrey, c'est Carole qui a eu le contrat. Elle ne voulait pas me le dire parce qu'elle savait que nous étions amis et elle se sentait mal à l'aise. Ce n'est rien, l'assurai-je. Je suis contente pour Carole. Je suis sûre que c'est un bon contrat. C'est assez important. Oui, confirma Marthe. Carole a dit que la famille de la mariée ne lésine pas sur les dépenses. Je hochai la tête mentalement, notant l'information. La famille de Perle essayait clairement d'impressionner. Est-ce que tu vas au mariage ? Demanda prudemment Marthe. Je fis une pause, décidant comment répondre. Je ne voulais pas passer pour une grand-mère pathétique et rejetée. J'ai d'autres projets pour ce jour-là, dis-je finalement, mais j'enverrai un cadeau, bien sûr. Marthe sentit clairement que je ne lui disais pas tout, mais heureusement, elle n'insista pas. Le jeudi, environ 10 jours après le début de notre projet, je me suis rendue à la pharmacie du centre-ville. Léonard et moi avions besoin d'une colle spéciale pour coller les nouvelles housses de siège, et Joseph, une autre vieille connaissance, m'avait promis de me la procurer. J'attendais au comptoir que Joseph trouve ma commande lorsque j'entendis une voix familière. Et quelque chose pour les maux de tête, s'il vous plaît. Toute cette organisation de mariage me rend folle. Je me retournai et la vis, Père Lacquart, la fiancée de mon petit-fils. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors de dîners de famille, et à chaque fois, la conversation avait été gênante.
C'était une gentille fille, mais un peu superficielle à mon avis. Toujours parfaitement habillée, avec un maquillage impeccable et des ongles manucurés. À 25 ans, elle travaillait déjà comme pharmacienne dans une prestigieuse chaîne de pharmacie dans une ville voisine. Et pour autant que je sache, ses parents étaient riches. Son père possédait une chaîne de magasins de matériaux de construction et sa mère était agent immobilier. Perle ne me remarqua pas, complètement absorbée par une conversation avec la pharmacienne sur ses maux de tête et son stress. J'aurais pu partir discrètement, mais quelque chose me fit rester. Peut-être la curiosité, ou peut-être le désir de mieux comprendre la situation. Perle, l'appelai-je alors qu'elle s'éloignait du comptoir avec un sac de pilules. Elle se retourna, son visage reflétant toute une gamme d'émotions. Surprise, embarras, gêne. Madame Marchand, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Beaumont est une petite ville, souris-je. Comment allez-vous? Comment se passent les préparatifs du mariage? Perle lissa nerveusement ses cheveux. Tout se passe bien. Beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais tout est sous contrôle. Je hochai la tête. J'imagine. Les mariages sont toujours mouvementés. Il y eut une pause gênante. Il était évident que Perle ne savait pas comment se comporter. Elle était probablement au courant de la décision de ne pas m'inviter, et maintenant elle se sentait coupable. « Comment va Émile » demandai-je, décidant de ne pas la presser. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Perle se détendit un peu. Il va bien, il travaille dur. Vous savez, c'est une période chargée pour les services de secours, les feux de forêt et tout ça. 5. Oui, il a toujours été un bourreau de travail, acquiesçai-je. Il tient ça de son père. À la mention de Christophe, les yeux de Perle s'adoucirent légèrement. Émile parle beaucoup de lui. J'aurais aimé avoir la chance de le rencontrer. Cela me surprit. Je ne savais pas qu'Émile mentionnait souvent son grand-père dans ses conversations avec sa fiancée. Peut-être y avait-il un lien plus profond entre eux que je ne l'avais réalisé. Chris aurait approuvé son choix, dis-je sincèrement. Il disait toujours que les qualités les plus importantes chez une femme étaient l'intelligence et un cœur bon. Perle rougit légèrement. Merci, Madame Marchand. Cela signifie beaucoup. Je décidai de tenter ma chance. Passez le bonjour à Émile. Dites-lui que je pense à lui et que je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Perle se mordit la lèvre. Je le ferai, Madame Marchand. À propos du mariage, je veux que vous sachiez. À ce moment, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et grimaça. Je suis désolée, c'est ma mère. Je dois prendre cet appel. Bien sûr, hochai-je la tête. Je ne vous retiens pas. Perle répondit à l'appel et quitta rapidement la pharmacie, me lançant un regard coupable en partant. Je restai au comptoir, pensant à notre courte conversation. Voici votre col, Audrey. Joseph revint avec un petit tube. Désolé pour le retard. Merci, Joseph, dis-je en attrapant mon portefeuille. Connaissez-vous la famille Accard? Les parents de Perle. Joseph regarda autour de lui comme pour vérifier que personne n'écoutait, puis baissa la voix. Bien sûr que je les connais. Difficile de ne pas connaître les Accard dans notre coin. Ce sont le genre de personnes qui aiment que tout soit dans les règles. Surtout Victoria, la mère de Perle. Je me souviens comment elle a fait tout un plat à la bibliothèque municipale parce que le livre de sa fille avait été rendu avec un jour de retard. Vraiment. Je haussai un sourcil. Oh oui, hocha la tête Joseph. Ils se soucient beaucoup de leur statut. Disons que lorsque Didier Accard a ouvert son premier magasin, il vivait très modestement. Maintenant, ils ont un manoir en dehors de la ville. Et Victoria se comporte comme si elle avait toujours fait partie de la haute société. Cela expliquait beaucoup de choses. Si les parents de Perle étaient si préoccupés par le statut social, alors une grand-mère infirmière, directe et sans chichi, ne cadrait guère avec leur idée d'un mariage convenable. Je vois, dis-je en payant la colle. Merci pour l'information, Joseph. De rien, Audrey, sourit-il. Et bonne chance pour votre projet. Je suis rentré chez moi où Léonard m'attendait, prêt à continuer à travailler sur la moto. Il remarqua immédiatement mon humeur pensive. Quelque chose s'est passé. Je lui racontai ma rencontre avec Perle à la pharmacie. Tu sais, Léonard, je commence à penser qu'il ne s'agit pas tant de l'incident de Noël ou de ma relation tendue avec Véronique. Il semble que la pression principale vienne des parents de Perle.
Ils ne veulent pas qu'une vieille infirmière mal dégrossie gâche leur mariage parfait. Est-ce que ça change tes plans? Demanda Léonard en ouvrant un bidon de solvant. Je souris. Pas du tout. Au contraire, maintenant j'ai encore plus envie de finir cette moto et de voir la tête des Accard quand leur futur gendre recevra une Triumph vintage de cette même grand-mère non invitée. Léonard sourit. Ça, c'est mon Audrey, toujours prête au combat. Nous sommes retournés au travail avec un enthousiasme renouvelé. À ce stade, le moteur était presque entièrement restauré, la transmission remplacée, et le cadre nettoyé de la rouille et préparé pour la peinture. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, le système électrique, les freins, la peinture, l'assemblage, mais les progrès étaient évidents. Ce soir-là, après le départ de Léonard, je me suis assise dans le salon à regarder de vieux albums photos. J'ai trouvé une photo d'Émile, âgé d'environ 17 ans, debout à côté de Chris dans notre garage. Ils souriaient tous les deux, sales et heureux. Ils venaient de finir de réparer la vieille Ford de mon mari. Je me souviens comment Émile était venu me voir après la mort de Chris. Il avait passé une semaine entière avec moi, m'aidant à trier les affaires de mon mari, à réparer le toit qui fuyait et à tailler le jardin envahi par la végétation, toutes les choses que son grand-père avait l'habitude de faire. « Mamie, je serai toujours là pour toi », avait-il dit. « Appelle-moi, c'est tout. » Et il venait vraiment toujours quand j'appelais. Il aidait aux tâches ménagères ou passait simplement pour discuter ou prendre une tasse de thé. Jusqu'à l'année dernière, lorsque sa relation avec Perle est devenue sérieuse et que ses visites se sont raréfiées. Je ne lui en voulais pas. La jeunesse a ses priorités. Mais maintenant, en pensant à notre conversation avec Perle, je commençais à réaliser que la raison n'était peut-être pas qu'Émile m'avait oublié ou avait cessé de se soucier de moi. Très probablement, il était simplement pris entre deux mondes. Le monde de sa fiancée avec ses parents ambitieux, et le monde de sa famille avec son histoire et ses traditions. Combien de fois m'étais-je retrouvée dans une situation similaire quand j'étais plus jeune? En essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne. Je me demande si Émile est au courant de la décision de ne pas m'inviter. L'a-t-il approuvé? Ou peut-être a-t-il essayé de s'y opposer mais a été persuadé par des voix plus insistantes. Je soupirai en fermant l'album. Quelles que soient les réponses à ces questions, mon plan restait inchangé. J'offrirais à Émile la moto de ses rêves. Et peut-être que ce geste serait le pont qui l'aiderait à trouver un équilibre entre son passé et son avenir. Léonard et moi avons travaillé d'arrache-pied les jours suivants. La moto commençait à prendre forme. On pouvait déjà voir la silhouette classique d'une Triumph Bonneville. Nous avons choisi une couleur bleu profond avec des accents argentés pour la peinture. Pas exactement une palette de couleurs originales pour ce modèle, mais selon Léonard, sacrément impressionnante. Plus que 5 jours avant le mariage, remarqua Léonard alors que nous terminions le vendredi soir. On y arrivera. Il le faut, dis-je fermement. Même si nous devons travailler jour et nuit. Il hocha la tête. On fait la peinture demain, puis on la laisse sécher un jour ou deux, et il ne restera plus que l'assemblage final et le réglage. Ça me va, approuvai-je. Quand Léonard partit, je restai un moment dans le garage, admirant notre travail. La moto ne ressemblait plus à un tas de ferraille. C'était presque une moto classique terminée, qui n'attendait plus que les finitions. Je passai la main sur le réservoir, imaginant son aspect une fois peint. Je pouvais déjà voir le visage d'Émile quand il verrait cette moto, son rêve devenu réalité. On a presque fini, Chris, dis-je doucement au garage vide. J'aimerais que tu sois là. Tu aurais adoré ça. Cette nuit-là, je restai longtemps éveillée, pensant au mariage à venir, à Émile, à Perle et à sa famille. Je me souvins de notre brève rencontre à la pharmacie et de la façon dont elle avait voulu me dire quelque chose sur le mariage avant que son téléphone ne sonne. Peut-être voulait-elle s'excuser ou expliquer la situation, ou peut-être était-ce juste une expression formelle de regret qui ne signifiait rien. Je me retournai sur le côté, essayant de trouver une position confortable. Quelles que soient ses intentions, cela n'avait plus d'importance. Mon plan était en marche et bientôt tout le monde en verrait le résultat. Avec cette pensée, je finis par m'endormir et je rêvais de Chris, assis sur sa moto bleue brillante, me souriant avec son sourire familier, légèrement de travers. Le lendemain matin, Léonard et moi avons commencé le processus de peinture. Il insista pour le faire dans son ancien garage où il y avait une meilleure ventilation et moins de poussière. La peinture, c'est un art, Audrey, dit-il sérieusement. Une seule particule de poussière et c'est fichu. Je n'ai pas discuté. Pendant notre temps de travail ensemble,
J'avais appris à faire confiance à son expérience en matière de moto. Nous avons soigneusement chargé les pièces préparées dans son pick-up et sommes allés à son garage à la périphérie de la ville. Là, Léonard s'est transformé en véritable artiste, appliquant méthodiquement couche après couche pour obtenir une finition parfaite. J'aidais du mieux que je pouvais, lui passant les outils, tenant les pièces et surveillant la température dans la pièce. Le soir, la plupart du travail était terminé, et les pièces de la moto, maintenant peintes d'un bleu profond, étaient disposées sur des tables et des étagères pour sécher. C'est magnifique, dis-je en admirant le résultat. Bien sûr, répondit fièrement Léonard. Quand nous aurons fini, cette Triumph aura l'air plus neuve que neuve. Nous avons convenu de nous retrouver dans 2 jours pour l'assemblage final, lorsque la peinture serait complètement sèche. Cela nous laissait 2 jours avant le mariage, c'était serré, mais faisable. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée au supermarché pour faire des courses et j'ai rencontré Marthe de manière inattendue. Elle parut embarrassée en me voyant. « Audrey, j'allais justement t'appeler. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, remarquant son comportement inhabituel. Marthe regarda autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un l'écoute. « Tu n'as pas entendu ? Le mariage d'Émile et Perle a été avancé. C'est dans 3 jours. » Mon cœur rata un battement. « Quoi ? Pourquoi ? » « Quelque chose à voir avec le travail d'Émile, » haussa les épaules Marthe. Carole est en panique. Elle a dû changer tous les arrangements floraux et le restaurant n'est pas content non plus. 3 jours. Cela signifiait que nous n'avions que 2 jours pour finir la moto. Une tâche presque impossible étant donné que la peinture avait besoin de temps pour sécher complètement. Merci de me le faire savoir, Marthe, dis-je en essayant de paraître calme et de ne pas trahir mon anxiété. Je dois y aller. Dès que je fus dans la voiture, je composai le numéro de Léonard. On a un problème, dis-je dès qu'il répondit. Le mariage a été avancé. C'est dans 3 jours. Il y eut une pause. Mince, exhala finalement Léonard. Ça complique les choses. On peut y arriver ? Demandai-je sans détour. Je ne sais pas, Audrey. La peinture a besoin d'au moins 48 heures à notre température. Ensuite, il y a l'assemblage, le réglage. Mais c'est possible, insistai-je. Léonard soupira. Théoriquement, oui. Pratiquement, il faudra travailler sans arrêt et prier pour que rien ne se passe de travers. Alors c'est ce que nous ferons, dis-je avec détermination. Je viendrai demain matin et nous commencerons l'assemblage dès que possible. D'accord, acquiesça-t-il. Apporte du café. Beaucoup de café. Je raccrochai et serrai fermement le volant. Changer la date du mariage était un obstacle inattendu, mais je n'allais pas abandonner. Pas après tout ce que nous avions déjà fait. En passant devant les jardins du lac, je remarquai une effervescence d'activité. De toute évidence, le personnel du restaurant réorganisait également ses plans pour la nouvelle date. La Lexus argentée familière de Véronique était sur le parking. Je ralentis, me demandant si je devais m'arrêter et demander à ma belle-fille ce qui se passait, mais je rejetai rapidement l'idée. Véronique était la dernière personne avec qui je voulais discuter du mariage, surtout maintenant. Au lieu de cela, je rentrai chez moi, passant mentalement en revue tout ce que nous avions encore à faire avec la moto et cherchant comment tout faire entrer dans un laps de temps si court. On s'en sortira, me dis-je en me garant devant ma maison. Il le faut. Le lendemain matin a commencé à 4 heures pour moi. Je ne pouvais pas dormir en sachant le peu de temps qu'il nous restait. J'ai fait du café fort, préparé des sandwichs pour la journée, et à 5h30, j'étais devant la porte du garage de Léonard. Il n'a pas ouvert tout de suite, endormi et ébouriffé. Mon Dieu, Audrey, tu es folle ? Le soleil n'est même pas encore levé. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dis-je en lui tendant le thermos de café. Bois et réveille-toi. Nous devons vérifier si la peinture est sèche. Léonard prit le thermos, but une gorgée et grimaça. Fort comme du goudron, mais ça marche. Entre. Le garage était faiblement éclairé par une faible lumière filtrant à travers les petites fenêtres près du plafond. Léonard alluma les lumières et je vis notre moto, ou plutôt ses pièces démontées, toujours en train de sécher. Vérifions, dit Léonard en touchant délicatement le réservoir d'essence. La surface n'est plus collante, mais la peinture n'est pas encore complètement sèche. Idéalement, il lui faudrait au moins 12 heures de plus. Nous n'avons pas 12 heures, objectai-je. Le mariage est après-demain. Nous devons assembler la moto aujourd'hui, nous assurer qu'elle fonctionne, puis la livrer demain.
Léonard se gratta l'arrière de la tête. On pourrait risquer de commencer l'assemblage ce soir. Si on est très prudent, on n'abîmera pas la peinture, mais se précipiter pour quelque chose comme ça. Je sais, l'interrompit. Mais nous n'avons pas le choix. Nous avons décidé de passer la journée à préparer toutes les autres pièces. Et puis le soir, lorsque la peinture serait un peu plus sèche, nous commencerions l'assemblage final. Léonard a travaillé sur le système électrique, les fils, les phares et les clignotants. J'ai poli les pièces chromées qui n'avaient pas besoin d'être peintes. Nous avons tous les deux travaillé en silence, sachant que le succès de tout le projet dépendait de notre concentration. Vers midi, Léonard avait terminé le travail électrique et avait commencé le système de freinage. J'ai fini de polir et j'ai commencé à l'aider. Tu sais, Audrey, dit-il en serrant les boulons du maître-cylindre de frein. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu n'avais pas été invitée au mariage de ton petit-fils. Que s'est-il passé à ce Noël? Je soupirai, me souvenant de cette soirée. Pas grand-chose en réalité. Nous étions tous chez Guillaume et Véronique. Perle avait amené ses parents. Tout allait bien jusqu'à ce que Victoria Accard commence à raconter comment ils avaient envoyé Perle dans une école privée, puis dans une université prestigieuse, et à quel point une bonne éducation est importante pour réussir dans la vie. Léonard ricana. J'imagine à quel point tu as apprécié ça. J'aurais gardé le silence, vraiment. Mais ensuite, elle a regardé Émile et a dit quelque chose comme « Bien sûr, tout le monde ne choisit pas la voie universitaire. Certains sont plus doués pour le travail manuel. » Et elle lui a tapoté la main avec condescendance. « Et Émile ?» Il a souri et n'a rien dit. Il essaie d'éviter les conflits en général, comme Guillaume. Comme Chris, mais pas comme toi, sourit Léonard. Pas comme moi, acquiesçai-je. J'ai dit qu'un travail manuel, comme elle l'appelait, sauve des vies, alors que beaucoup de ceux qui ont la bonne éducation ne font que brasser des papiers, et qu'Émile avait choisi une profession noble dont il fallait être fier, et non s'excuser. Et ensuite, il y a eu un silence. Puis Victoria a dit qu'elle respectait certainement toutes les professions, mais que l'éducation ouvrait les portes d'une vie meilleure. J'ai répondu que meilleure vie était un concept relatif et que pour certaines personnes, ce n'était pas la taille de leur compte en banque qui comptait, mais le sens de ce qu'elle faisait. Léonard secoua la tête. C'est tout? Ça ne ressemble pas à un scandale qui t'empêcherait d'être invité à un mariage. Ce n'était que le début, admis-je. Ensuite, Véronique a essayé de changer de sujet et a parlé de sa nouvelle bague en diamant que Guillaume lui avait offerte pour leur anniversaire. Didier Accard, le père de Perle, a fait remarquer que c'était une jolie petite bague. Je n'ai pas pu résister et j'ai dit que certains hommes offraient des diamants pour compenser quelque chose d'autre qui leur manquait. Léonard éclata de rire. Audrey Marchand, tu n'as pas fait ça. Si, je n'ai pas pu retenir un sourire. Véronique a failli s'étouffer avec sa dinde. Victoria est devenue pâle. Didier a rougi. Et Perle, elle s'est juste levée et a quitté la pièce. Et Émile? Mon sourire s'effaça. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis il a suivi Perle. Ils sont revenus une demi-heure plus tard, mais la soirée était irrémédiablement gâchée. La famille Accard est partie peu de temps après. Je ne les ai pas revus depuis. Jusqu'à ce que je croise Perle à la pharmacie. Léonard secoua la tête. Tu sais vraiment comment mettre l'ambiance. Je te l'accorde. J'ai eu tort, admis-je. Je n'aurais pas dû gâcher la soirée avec mes piques. C'est juste que ce snobisme, cette arrogance, ça m'a toujours dérangé. Parce que tu as tout réussi par toi-même, remarqua Léonard. Sans école privée ni parents riches. Je hochai la tête. Probablement. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû me taire, surtout pour le bien d'Émile. Et c'est pour ça que tu te donnes tant de mal avec cette moto, pour te racheter. Je réfléchis un instant. Pas seulement. Je veux qu'Émile sache que quoi qu'il arrive, je suis toujours de son côté. Et je veux que tout le monde le sache aussi. Léonard sourit. Alors, rendons cette moto parfaite. Nous sommes retournés au travail avec une énergie nouvelle. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Léonard annonça qu'il était temps de commencer l'assemblage final. La peinture n'est pas encore parfaite, prévint-il. Mais si nous sommes prudents, tout devrait bien se passer. L'assemblage a été la partie la plus difficile de tout le processus. Chaque détail devait être à sa place. Chaque boulon devait être serré avec la bonne force. La moindre erreur pouvait entraîner le non-démarrage de la moto
Pire, un démarrage mais une conduite dangereuse. Nous avons travaillé lentement et méthodiquement. Je lui passais les pièces et Léonard les installait, consultant périodiquement les schémas techniques que nous avions imprimés au début du projet. « Passe-moi la clé à douille de 14. » demanda Léonard en installant le système d'échappement. Je lui tendis l'outil, sentant mon dos me faire mal à force de rester si longtemps dans une position inconfortable. « On devrait peut-être faire une pause, suggérai-je. Il est presque 22 heures. » Léonard secoua la tête. « Pas le temps, Audrey. Si on s'arrête maintenant, on devra tout recommencer demain. Finissons jusqu'à un certain point d'abord. » Il avait raison, bien sûr. Nous avons continué à travailler, et vers minuit, la structure de base de la moto était assemblée. Elle avait l'air presque finie. Une beauté bleu brillant avec des accents chromés. Une vraie Triumph Bonneville à son meilleur. « Ça suffit pour aujourd'hui, » dit finalement Léonard en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Demain, on installera les dernières pièces et on verra si elles démarrent. » Je hochai la tête, sentant une vague de fatigue m'envahir. « Merci, Léonard. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. »« Ne me remercie pas encore, » sourit-il. « On n'a pas encore fini. » Le lendemain matin, j'étais de retour à son garage de bonne heure, mais pas aussitôt que la veille. Léonard travaillait déjà, installant la selle et le guidon. « Bonjour », me salua-t-il. « Bien dormi. »« Pas très bien, » admis-je. Je n'arrêtais pas de penser à la moto et à demain. Léonard hocha la tête. « Je comprends, mais finissons le travail d'abord. » Vers midi, la moto était complètement assemblée. Elle se tenait au milieu du garage, étincelante sous la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Une véritable œuvre d'art. « Prête pour le moment de vérité ?» demanda Léonard en me tendant la clé. Je pris une profonde inspiration. « Allons-y !» Léonard m'expliqua comment démarrer la moto, les spécificités des modèles plus anciens, la position de l'accélérateur, les caractéristiques du kick. J'écoutais attentivement, mémorisant chaque détail pour pouvoir tout répéter seul si nécessaire. Finalement, je m'assis sur la moto, sentant la selle en cuir s'affaisser sous mon poids. Je mis le contact, réglai l'accélérateur comme Léonard me l'avait montré, et appuyai sur le kick de toutes mes forces. Rien ne se passa. Encore, plus fort, m'encouragea Léonard. J'essayai encore et encore. À la 5e ou 6e tentative, le moteur rugit enfin, avec un grondement caractéristique. « Oui !» s'exclama Léonard, levant les bras en l'air. « Ça marche !» J'étais assise là, sentant la moto vibrer sous moi, écoutant le grondement régulier du moteur. C'était un succès. Nous l'avions vraiment fait. Restaurer une Triumph Bonneville vintage en moins de 3 semaines avec un budget limité et une expérience minimale. On l'a fait, répétai-je mes pensées à voix haute. On l'a vraiment fait. On n'a pas seulement fait ça, dit fièrement Léonard. On a construit une sacrée belle moto. Émile va être ravi. J'éteignis le moteur et descendis de la moto. Des larmes me montèrent aux yeux, de fatigue, de soulagement, de fierté pour notre travail. Merci, Léonard. Vraiment, merci. Il fit un geste de la main. Ce n'est rien. Je ne me suis pas autant amusé depuis longtemps. Et il marqua une pause. Je pense que Chris aurait été fier. Je hochai la tête, ma voix me manquant. Oui, Chris aurait été fier. Il avait toujours aimé créer des choses de ses mains, et il aimait son petit-fils. Ce projet combinait les deux. Alors, quel est le plan pour demain ? Demanda Léonard, brisant le moment d'émotion, ce dont je lui fus reconnaissante. J'ai appris que la cérémonie est prévue pour 14 heures, dis-je. Les jeunes mariés passent la nuit avant le mariage à l'auberge de la Rivière, un petit hôtel près des jardins du lac. Je pense emmener la moto là-bas le matin avant que toute l'agitation ne commence. Bon plan, hocha la tête Léonard. Je t'aiderai à la charger sur la remorque et à l'emmener là-bas. Merci, mais à partir de maintenant, je veux le faire moi-même, dis-je fermement. Ce doit être mon geste, mon cadeau. Léonard sourit avec compréhension. Comme tu veux, Audrey. Mais si tu as besoin de moi, appelle-moi. Nous avons passé le reste de la journée à faire les derniers préparatifs, régler le carburateur pour une conduite plus douce, polir toutes les pièces chromées jusqu'à ce qu'elles brillent, et vérifier la pression des pneus. J'ai écrit une courte note à Émile, que je prévoyais d'attacher à la moto. Cher Émile, je me souviens de ton rêve. Qu'il soit toujours avec toi, tout comme mon amour.
Mamie Audrey. Simple et sincère, sans mots ou explications inutiles. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous avons terminé nos derniers préparatifs. La moto était prête, impeccable, étincelante, comme si elle venait de sortir de la chaîne de montage en 1968. Elle est parfaite, dis-je en admirant notre travail. Je suis d'accord, hocha la tête Léonard. La meilleure restauration que j'ai jamais faite, et crois-moi, j'en ai vu beaucoup. Nous avons chargé la moto sur la remorque de Léonard, l'avons fixée avec des sangles de sécurité et l'avons recouverte d'une bâche. Je la récupérerai demain à 7 heures et l'emmènerai à l'auberge de la rivière, dis-je. J'espère être là avant qu'Émile et Perle ne se lèvent. Appelle-moi quand tu y seras, demanda Léonard. J'attendrai des nouvelles. Je le serrai dans mes bras, ressentant une gratitude difficile à exprimer par des mots. Je n'y manquerai pas. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma voisine, Denise Fournier, qui m'attendait sur le porche. Denise était la représentante typique de la catégorie des voisines curieuses. Toujours au courant des derniers potins, toujours prête à partager les nouvelles. « Audrey, ça fait 1 heure que je t'attends », s'exclama-t-elle dès que je sortis de la voiture. « Bonjour, Denise », souris-je avec lassitude. « Quelque chose ne va pas. »« Tu n'as pas entendu ?» Elle baissa la voix jusqu'à un murmure dramatique. « Le mariage de demain. Tout le monde n'en parle que de ça. » Je me raidis. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Véronique est hystérique », rapporta Denise avec un plaisir évident. « La fleuriste est malade et personne ne peut la remplacer. Et Victoria Accard insiste sur le fait que le mariage doit être parfait. J'ai entendu dire qu'ils ont même pensé à reporter la cérémonie, mais tout le monde est déjà arrivé et l'hôtel est réservé. » Et Denise, l'interrompis-je. Comment sais-tu tout ça? Elle sourit avec suffisance. Ma nièce travaille au jardin du lac. Elle a tout vu de ses propres yeux. Je hochai la tête, notant mentalement que demain à l'auberge de la rivière pourrait être plus mouvementé que prévu. Merci pour l'information, Denise. Je suis très fatiguée et j'aimerais me reposer. Bien sûr, battit-elle des mains. Pense donc, un jour si important et de tels problèmes. C'est une bonne chose que tu n'aies pas à t'en occuper puisque tu n'as pas été invitée. Elle ajouta la dernière phrase avec une intonation particulière, espérant clairement une réaction de ma part. Mais je haussai simplement les épaules. Oui, j'ai de la chance. Bonne nuit, Denise. J'entrai dans la maison, laissant ma voisine un peu déçue par le manque de drame. À l'intérieur, je m'effondrai sur le canapé, sentant la fatigue des dernières semaines m'envahir. Tout était prêt pour demain. La moto était réparée. Le plan de livraison était fait. Il ne restait plus qu'à attendre. Et maintenant, sans tâche nécessitant une attention immédiate, les doutes et les craintes commencèrent à s'insinuer dans mon esprit. Et si Émile n'était pas content de la moto? Et si Perle ou ses parents y voyaient une tentative de gâcher le mariage? Et si Guillaume et Véronique se mettaient encore plus en colère? Je me souvins de l'expression d'Émile à ce dîner de Noël. Déception mêlée de blessure. Et si je voyais la même expression demain? Non, me dis-je fermement. Émile adore les motos. C'est son rêve. Il sera ravi. Mais le ver du doute s'était déjà installé dans mon cœur, empoisonnant la joie d'un projet achevé. Je me levai et allai à la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Quelque part là-haut, Émile était peut-être aussi éveillé, pensant à demain, à son mariage, à l'avenir, à sa nouvelle famille. Et je pensais au passé. Au petit garçon qui pouvait passer des heures à regarder un livre sur les motos. À l'adolescent qui rêvait de liberté et de vitesse. Au jeune homme qui avait choisi de devenir secouriste contre la volonté de ses parents. J'espérais que mon cadeau deviendrait un pont entre son passé et son avenir. Un rappel que certains rêves valent la peine d'être conservés, même lorsque la vie change. Avec cette pensée, je suis finalement allé me coucher, sachant que demain serait un jour important. Le jour où je saurais si tout ce projet était un acte d'amour ou juste une autre de mes erreurs. Un autre exemple de mon caractère et de mon entêtement créant des problèmes pour ceux que j'aime. Je me suis retournée dans mon lit pendant longtemps, passant en revue différents scénarios pour demain. Dans ma tête, je voyais le visage d'Émile, souriant, puis déçu. J'imaginais les réactions de Perle, des Accard, de Guillaume et de Véronique. À un moment donné, j'ai même pensé à tout abandonner. Laisser simplement la moto chez Léonard et la donner à son petit-fils plus tard, dans des circonstances moins dramatiques. Mais quelque chose en moi,
la même obstination qui causait parfois des problèmes et aidait parfois à les résoudre, me disait que je devais aller jusqu'au bout, que c'était important non seulement pour Émile, mais aussi pour moi. Finalement, l'épuisement l'emporta, et je tombai dans un sommeil agité. Je rêvais de Chris, assis sur la Triumph Bonneville, disant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'essayais de me rapprocher pour l'entendre, mais il continuait de s'éloigner, et la moto devenait de plus en plus petite à l'horizon. Je me suis réveillée au son du réveil à 5h30. Je ne me sentais pas reposée, mais déterminée. Aujourd'hui était le jour où tout le monde découvrirait que la vieille Audrey Marchand n'était pas si facile à écarter, et qu'elle était non seulement capable de gâcher les fêtes avec sa langue acérée, mais aussi de créer de véritables miracles de ses propres mains. Je me suis préparée rapidement, j'ai bu une tasse de café fort et j'ai quitté la maison. L'air du matin était frais, et le ciel commençait à s'éclaircir à l'est. Un temps de mariage parfait, pensais-je en montant dans la voiture. Quand je suis arrivée au garage de Léonard, il m'attendait déjà, debout à côté de la remorque où notre chef-d'œuvre était caché sous une bâche. « Prête ?» demanda-t-il avec un sourire. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. « Prête ?» Léonard m'aida à atteler la remorque à ma voiture, vérifia les fixations une dernière fois et me serra la main. « Bonne chance, Audrey. Tu as fait quelque chose de spécial. N'oublie pas ça, quoi qu'il arrive. » « Merci, Léonard, pour tout. » Je me mis au volant et démarrai lentement, sentant le poids inhabituel de la remorque derrière moi. Le trajet jusqu'à l'auberge de la Rivière dura environ 20 minutes. Pendant ce temps, je repassai le plan dans ma tête une dernière fois. Se garer sur le parking de l'hôtel, décharger la moto, attacher la note, appeler la réception et leur demander d'informer Émile de la livraison. Simple et clair. Pas de drame ni de scènes inutiles. Quand je suis arrivée à l'auberge de la Rivière, le soleil était déjà levé, peignant le ciel de douces teintes roses. L'hôtel était un bâtiment de 2 étages dans le style d'un chalet de campagne, entouré de pins. Il y avait plusieurs voitures sur le parking, mais c'était calme. Il semblait que la plupart des clients dormaient encore. J'ai choisi une place à l'écart de l'entrée et me suis garée avec précaution. Vint maintenant la partie la plus difficile, décharger la moto sans l'abîmer ni faire de bruit. J'ouvris la remorque, retirai la bâche, et restai figé un instant, admirant notre travail. À la lumière du matin, la Triumph était encore plus impressionnante. Un bleu profond avec des accents argentés et des détails chromés qui scintillaient comme un miroir. Tu serais fier, Chris, pensai-je en sortant la rampe pour descendre la moto. Avec quelques difficultés, mais avec précaution, je fis rouler la lourde machine hors de la remorque. Le silence régnait, rompu seulement par le chant des oiseaux matinaux et le bruissement des feuilles. Je sortis la note de ma poche, l'attachai au guidon et pris une profonde inspiration. Maintenant, il ne restait plus qu'à appeler la réception et à les informer de son arrivée. Je sortis mon téléphone, trouvai le numéro de l'hôtel, et j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton d'appel quand j'entendis une voix derrière moi. « Mamie !» Je me retournai et le vis. Émile, mon petit-fils, debout à quelques pas de moi en pantalon de survêtement et t-shirt, de toute évidence sorti pour son jogging matinal. Ses yeux étaient grands ouverts, son regard passant de moi à la moto et inversement. « Émile !» soufflai-je, sentant mon cœur commencer à battre plus vite. « Bonjour. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en faisant un pas en avant. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» Il se tut alors que son regard se fixait sur la moto. Je vis les émotions défiler sur son visage. Surprise, reconnaissance, incrédulité. « C'est une Triumph ? Une bonne ville ?» murmura-t-il en s'approchant. « De 68. » Je hochai la tête, ma voix me manquant. « Mais où ? Comment ?» Il fit le tour de la moto, l'examinant de tous les côtés comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. « Mamie, c'est incroyable. » Il y avait une admiration si sincère dans sa voix que toutes mes craintes et mes doutes s'évanouirent instantanément. Je souris, sentant la tension des dernières semaines de mes vacances fondre. Joyeux jour de mariage, Émile. Émile fixa la moto, incapable de cacher son admiration. Ses doigts glissèrent doucement sur le guidon, les détails chromés, le réservoir d'essence impeccablement poli. Son visage s'illumina de ce sourire enfantin dont je me souvenais si bien de son enfance. « Mamie, c'est incroyable, » dit-il, arrachant enfin son regard de la moto. « Mais comment ? Où l'as-tu trouvé ? Des modèles comme celui-ci sont vraiment rares. » Je souris, sentant la chaleur de sa réaction se propager en moi. « Je l'ai trouvé à la case de Morvan. »
Léonard et moi l'avons restauré. Vous l'avez restauré. Émile regarda de la moto à mes mains, comme s'il ne remarquait que maintenant les callosités et les égratignures de 3 semaines de travail intense. Mamie, ça, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, dis-je en m'approchant et en lui tendant les clés. C'est ton cadeau de mariage. Je me souviens que tu en as toujours rêvé. Émile prit les clés, mais au lieu de monter tout de suite sur la moto, comme je m'y attendais, il s'avança et me serra fort dans ses bras. Je sentis son bras fort de secouriste serrer mes épaules. Et pendant un instant, je revis le petit garçon qui courait vers moi avec les genoux écorchés. Merci, me chuchota-t-il à l'oreille. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Nous sommes restés là quelques secondes. Puis il s'écarta et je vis des larmes dans ses yeux. Mon cœur se serra. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi émotive. Tu veux l'essayer ? Demandai-je en désignant la moto. Léonard dit qu'elle est en parfait état. Nous l'avons vérifiée hier. Émile hocha rapidement la tête, s'essuyant les yeux du revers de la main. Bien sûr, j'adorerais. Il monta prudemment sur la moto, inséra la clé dans le contact et la tourna. Puis, suivant son intuition, ou se souvenant peut-être de quelque chose qu'il avait lu dans un livre, il régla correctement l'accélérateur et appuya sur le kick. La moto ne démarra pas tout de suite, tout comme avec Léonard. Mais, à la 3e tentative, le moteur rugit, remplissant l'air matinal de son grondement caractéristique. Le visage d'Émile s'illumina d'une telle joie que j'en eus le souffle coupé. À ce moment, il ressemblait plus que jamais à Chris. Les mêmes traits du visage, le même sourire sincère, le même amour de la mécanique. Elle est magnifique, cria Émile par-dessus le bruit du moteur. Juste parfaite. Je souris, sentant que tous les efforts et les difficultés des dernières semaines en avaient valu la peine. Valu ce sourire sur le visage de mon petit-fils. Émile coupa le moteur et descendit de la moto. Mamie, je ne sais pas comment te remercier. C'est le meilleur cadeau, le plus attentionné qui soit. Je suis contente qu'elle te plaise, répondis-je simplement. Je voulais que tu aies quelque chose de spécial pour ce jour. Son expression changea, devenant plus sérieuse. Mamie, à propos du mariage. Je suis tellement désolée que tu n'aies pas été invitée. J'ai essayé de parler à mes parents, mais... Je levai la main pour l'arrêter. Ce n'est rien, Émile. Je comprends. Après ce dîner de Noël. Ce n'est pas seulement ça, secoua-t-il la tête. C'est compliqué. Les parents de Perle sont très insistants en ce qui concerne l'organisation. Ils veulent que tout soit parfait selon leurs standards. Et Véronique, tu sais comment elle est. Je hochai la tête. Je savais, bien sûr. De toute façon, je ne veux pas gâcher le jour de ton mariage, dis-je sincèrement. Je voulais juste te donner un cadeau. Émile me regarda, luttant clairement avec lui-même. Puis il secoua la tête avec détermination. Non, ça ne va pas. Tu dois être là. C'est mon jour et je veux que ma grand-mère soit là. Émile, ne rends pas les choses difficiles, dis-je doucement. Je ne veux pas causer de problème entre toi et Perle ou entre toi et tes parents. Tu ne causes pas de problème, dit-il fermement. Ce sont eux. Écoute, je vais parler à Perle. Elle comprendra. J'en suis sûre. Et tes parents? Eh bien, ils devront simplement s'y faire. Je vis une détermination dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. Peut-être qu'il y avait plus de moi en lui que je ne le pensais. Émile, mon chéri, tu es sûr? Aujourd'hui, c'est ton jour, et je ne veux pas qu'il soit assombri par des désaccords familiaux. Il me prit les mains. Mamie, tu as restauré la moto de mes rêves pour moi. Tu y as mis ton temps, ton énergie et tes économies. Si je ne trouve pas le courage d'insister pour que tu sois à mon mariage, alors je ne vaux rien en tant qu'homme. Sa voix était si convaincante que je n'ai pas discuté. Je sentis une chaleur se répandre en moi. Pas de triomphe ou d'autosatisfaction, mais simplement un amour pur et sans nuage pour ce jeune homme en qui je voyais les meilleures qualités de notre famille. Allons-y. Émile me prit par le bras. Perle devrait bientôt se réveiller. Je veux qu'elle voie la moto aussi. Et toi? Nous avons emmené la moto à l'entrée de l'hôtel, attirant l'attention des quelques clients matinaux. Le portier a sifflé respectueusement en voyant la Triumph. Quelle machine! C'est la vôtre, monsieur? C'est la mienne maintenant, répondit fièrement Émile. Un cadeau de mariage de ma grand-mère. Le portier me regarda et ses yeux se remplirent d'un nouveau respect.
Vous êtes une grand-mère formidable, madame. Je souris. J'essaie. Nous avons laissé la moto à l'entrée sous l'œil vigilant du portier impressionné et sommes entrés dans l'hôtel. Le hall était calme, avec seulement un réceptionniste endormi derrière le bureau. Bonjour, monsieur Marchand, salua-t-il Émile. Jogging matinal. Oui, et un très bon, sourit Émile. Dites-moi, ma fiancée est-elle déjà réveillée? Je ne suis pas sûr, monsieur, mais ses parents sont descendus il y a environ une demi-heure. Ils sont au restaurant en train de prendre leur petit déjeuner. Émile hocha la tête et se tourna vers moi. Mamie, parlons d'abord aux parents de Perle. Il vaudrait mieux que je leur explique la situation avant qu'ils ne te voient avec Perle. Je ressentis un léger malaise. Rencontrer les Accard ne faisait pas partie de mes plans, surtout après l'incident de Noël, mais je comprenais le raisonnement d'Émile. Comme tu voudras, acquiesçai-je. Tu sais mieux comment t'y prendre avec tes futurs beaux-parents. Nous nous sommes dirigés vers le restaurant de l'hôtel, une petite salle élégante avec des fenêtres panoramiques donnant sur la rivière. Didier et Victoria Accard étaient assis à l'une des tables près de la fenêtre, étudiant le menu. Ils étaient exactement comme dans mon souvenir, soignés, habillés avec élégance, avec des expressions qui disaient « Nous valons mieux que vous ». Émile me serra la main pour me faire savoir que tout irait bien, et nous nous approchâmes de leur table. « Bonjour », dit Émile. Les Accard levèrent les yeux et sourirent en voyant leur futur gendre. Puis leurs yeux se portèrent sur moi, et leurs sourires se figèrent. « Madame Marchand ». Victoria Accard n'en croyait visiblement pas ses yeux. « Que faites-vous ici ? » Ma grand-mère est venue m'offrir un cadeau de mariage, répondit calmement Émile avant que je puisse ouvrir la bouche. Et je l'ai invitée à rester pour la cérémonie. Il y eut un silence tendu. Didier Accard fronça les sourcils. Émile, nous en avons discuté. Une décision a été prise. Personne n'a tenu compte de mon opinion lorsque cette décision a été prise, l'interrompit fermement Émile. Aujourd'hui, c'est mon jour et celui de Perle, et je veux que ma grand-mère soit là. Je n'avais jamais vu mon petit-fils aussi déterminé. Il évitait généralement les conflits, comme son père et son grand-père, mais maintenant, il y avait de l'acier dans sa voix. Victoria Accard pinça les lèvres en une fine ligne. « Émile, mon cher, je comprends ce que tu ressens, mais nous avons déjà tout arrangé. Le plan de table est fait. Le menu a été convenu. Ajoutez une chaise, dit Émile avec un sourire. Mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Je suis sûr que le chef peut gérer une portion supplémentaire. Les Accard échangèrent un regard, ne sachant manifestement pas comment répondre à une telle fermeté inattendue. « Que dira Perle ?» demanda finalement Victoria. Et les parents d'Émile? Ils étaient assez catégoriques à ce sujet. « Je parlerai à Perle, répondit Émile. Et à mes parents aussi. Mais d'abord, j'aimerais que vous voyiez le cadeau que ma grand-mère m'a fait. Je pense que cela changera votre opinion sur elle. » Il leur fit signe de le suivre dehors. Les Accard se levèrent à contre-cœur de la table et nous suivirent. Quand nous sommes sortis de l'hôtel et qu'ils ont vu la moto, leur réaction a été intéressante. Didier Accard se figea, examinant la Triumph d'un œil expert. « C'est une vraie bonne ville de 1968 dans cet état ?» « Oui, » répondit fièrement Émile. « Ma grand-mère l'a trouvée dans une casse et l'a restaurée avec son ami mécanicien. » « La restaurer ?» Victoria me regarda, les yeux remplis d'incrédulité. « Vous ?» Je haussai les épaules. J'ai de bonnes mains et un excellent professeur. Mon mari m'a appris à ne pas avoir peur des outils. Didier fit lentement le tour de la moto, l'examinant de tous les côtés. Il était clair qu'il s'y connaissait vraiment en mécanique. « C'est impressionnant, » dit-il finalement. « Une restauration comme celle-là a dû coûter beaucoup d'argent, et cela demande une vraie compétence. »« Merci, » répondis-je modestement. « C'était un travail d'amour. » Victoria semblait moins impressionnée, mais son visage s'adoucit en voyant avec quelle admiration son mari regardait la moto. « Émile, es-tu sûr que c'est sûr ?» demanda-t-elle anxieusement. « Des vieilles motos comme ça. Léonard et moi avons vérifié chaque détail, l'assurai-je. Elle est parfaitement sûre, et j'ai tous les papiers, la carte grise, l'assurance, prête à rouler. » Didier haussa un sourcil. « Vous avez vraiment pensé à tout. » À ce moment, Perle sortit de l'hôtel dans une robe d'été légère. Elle s'arrêta en voyant le groupe inhabituel à l'entrée. « Émile. Maman. Papa ?»
Que se passe-t-il? Son regard se porta sur moi et elle se tendit visiblement. Madame Marchand. Bonjour, ma chère. Émile s'approcha d'elle et passa ses bras autour de ses épaules. Mamie est venue nous offrir un cadeau de mariage. Enfin, pour moi, mais je voulais que tu le vois aussi. Il la conduisit vers la moto. Tu te souviens que je t'ai parlé de la Triumph Bonneville? Comment j'en voulais une depuis que j'étais adolescent. Perle hocha lentement la tête, ses yeux glissant sur la moto. Oui, bien sûr. Je me souviens. Tu as dit que c'était la plus belle moto jamais fabriquée. Ma grand-mère l'a trouvée et l'a restaurée pour moi, dit fièrement Émile. N'est-ce pas incroyable? Perle me regarda et je vis un mélange d'émotions dans ses yeux. Surprise, admiration, et autre chose. Quelque chose comme de la culpabilité. C'est incroyable, Madame Marchand, dit-elle sincèrement. Je sais à quel point cela compte pour Émile. Je souris. Merci, ma chère. Et s'il te plaît, appelle-moi Audrey. Perle hocha la tête, puis regarda ses parents comme pour évaluer leur réaction. Didier admirait toujours la moto, et Victoria avait l'air pensive. Perle, commença Émile en lui prenant la main. Je veux que mamie soit à notre mariage. Elle doit être là. Je m'attendais à des objections, mais Perle me surprit. Bien sûr qu'elle doit être là, dit-elle fermement. Surtout après un tel cadeau. Émile, j'ai quelque chose à te dire. J'ai essayé de parler à mes parents d'inviter ta grand-mère il y a une semaine, mais nous avons été trop têtus, l'interrompit Victoria Accard de manière inattendue. Et peut-être trop prompt à vous juger, Madame Marchand. Je luttais pour cacher ma surprise. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre de cette femme. Un cadeau comme celui-là, poursuivit Victoria en désignant la moto, témoigne d'une profonde affection et d'une compréhension d'un véritable lien familial. Didier et moi avons toujours valorisé les liens familiaux. La dernière phrase sonnait un peu pompeuse, mais j'appréciais la tentative de raccommodement. Merci, Madame Accard, répondis-je. Je valorise aussi la famille, et j'aime beaucoup mon petit-fils. Victoria hocha la tête. C'est évident. Et je pense que vous devriez être au mariage en tant qu'invité d'Émile. Émile rayonnait. Merci, Madame Accard. Cela signifie beaucoup pour moi. Perle sourit aussi, et à ma grande surprise, s'approcha et me serra dans ses bras. Je suis contente que vous soyez avec nous, Audrey. Et je suis désolée pour toute cette situation. J'aurais dû insister davantage. Je la serrai en retour, sentant que je n'avais peut-être pas été tout à fait juste dans mon évaluation initiale de cette fille. Peut-être avait-elle plus de force et de caractère que je ne lui en avais prêté. Ne t'excuse pas, ma chère. Tout va bien. Notre moment de réconciliation fut interrompu par le bruit d'une voiture qui arrivait. Une Lexus argentée s'arrêta à l'entrée de l'hôtel et Guillaume et Véronique en sortirent. Mon fils avait l'air fatigué et sa femme tendue. Les derniers préparatifs du mariage avaient manifestement été difficiles pour eux. Ils remarquèrent notre groupe et se figèrent. Véronique pâlit en me voyant, et Guillaume passa nerveusement la main dans ses cheveux, son geste habituel quand il ne savait pas comment réagir. « Maman !» réussit-il finalement à dire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que je puisse répondre, Émile s'avança. « Mamie m'a apporté un cadeau de mariage, » dit-il en montrant la moto. « Et elle sera à la cérémonie en tant que mon invitée. » Véronique ouvrit la bouche, manifestement sur le point de protester. Mais Guillaume surprit tout le monde en posant la main sur son épaule. « D'accord, » dit-il calmement. « Si c'est ce que tu veux, mon fils. » « Guillaume !» siffla Véronique, indignée. « Nous en avons discuté. »« Oui, nous l'avons fait, » dit fermement mon fils. « Et peut-être que nous nous sommes trompés. » Il s'approcha de la moto, l'examinant avec un intérêt évident. « C'est toi qui as fait ça, maman? Tu l'as restauré? »« Oui, » hochai-je la tête. « Avec l'aide de Léonard. »« Mais oui, nous avons fait la plupart du travail ensemble. » Guillaume secoua la tête et un sourire apparut sur son visage, un spectacle rare ces dernières années. « C'est incroyable. Tu as toujours été pleine de surprises. » Il se tourna vers Véronique, qui avait toujours l'air mécontente. « Regarde cette moto, chérie. C'est une œuvre d'art, et maman l'a faite pour notre fils. » Véronique s'approcha à contre-cœur, examinant la Triumph. Son visage resta tendu, mais je remarquai une lueur de respect dans ses yeux.
C'est impressionnant, dit-elle finalement, en se retenant. Mais Audrey, ça ne change rien au fait que tes commentaires à Noël étaient inappropriés et blessants. Vous avez raison, acquiesçai-je, décidant que ce n'était pas le moment d'être fière. J'ai été dure et sans retenue, et je m'en excuse. Victoria Accard haussa légèrement un sourcil, ne s'attendant manifestement pas à cela de ma part. Véronique parut également surprise. Bon, d'accord, dit-elle après une pause. J'accepte tes excuses. Ce n'était pas la réconciliation la plus chaleureuse, mais c'était un début. Émile, debout à côté de Perle, sourit en nous regardant. Alors, dit Didier Accard, brisant le silence gênant. Je pense que nous devons informer le restaurant qu'il y aura un invité de plus, et peut-être devrions-nous réfléchir à l'endroit où garer cette magnifique moto. Ce serait génial si elle pouvait être à l'entrée des jardins du lac pendant la cérémonie. Excellente idée, monsieur Accard, approuva Émile avec enthousiasme. Mamie, qu'en penses-tu? Je souris. Si tu veux que ta moto fasse partie de la cérémonie, je suis tout à fait d'accord. Ma moto. Émile secoua la tête avec un sourire. Je n'arrive toujours pas à y croire. Une Triumph Bonneville de 1968. Mon rêve. Je vis comment Perle la regardait avec amour. Et à ce moment-là, je réalisais que je n'avais peut-être pas été tout à fait juste envers elle. Elle aimait vraiment mon petit-fils, avec tous ses rêves et ses passions. Eh bien, dit Victoria en jetant un coup d'œil à sa montre. Nous devons tous nous préparer. La cérémonie est dans quelques heures. Et nous avons encore beaucoup à faire. Tout le monde hocha la tête en signe d'accord, et le groupe commença à se disperser. Émile s'attarda pour me serrer à nouveau dans ses bras. Merci, mamie, pour la moto et juste pour être toi. De rien, mon chéri, répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. À tout à l'heure à la cérémonie. Il hocha la tête et courut après Perle. Je restai seule à l'entrée de l'hôtel, à côté de la moto qui avait complètement changé la situation. Le portier, qui avait observé toute la scène de loin, s'approcha de moi. Quel retournement de situation dramatique, madame. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je souris. Je voulais juste offrir son rêve à mon petit-fils. Tout le reste est un joli bonus. La cérémonie au jardin du lac était exactement comme je l'avais imaginé. Élégante, méticuleusement planifiée, avec une abondance de fleurs et de champagne. La moto, comme l'avait suggéré Didier Accard, se tenait à l'entrée, attirant les regards admiratifs des invités. Je m'assis au dernier rang, modestement vêtue d'une robe bleu foncé que j'avais achetée un an auparavant pour les funérailles d'une amie et que je n'avais jamais portée. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Ce jour appartenait à Émile et Perle. Lorsque la cérémonie commença et que Perle remonta l'allée au bras de son père, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point elle était belle dans sa robe blanche. Et quand Émile, debout à l'autel, se tourna pour l'accueillir, le regard de pur bonheur sur son visage me mit les larmes aux yeux. Ils échangèrent leurs vœux, et je remarquai qu'Émile avait ajouté à son vœu une phrase sur le soutien de toute la famille, y compris les grands-mères sages aux mains d'or. Cela fit rire les invités et amena un sourire sur mon visage taché de larmes. Après la cérémonie, pendant la réception, je me tenais à l'écart, observant le couple heureux et leurs invités. Victoria Accard s'approcha de moi avec une coupe de champagne. « Tenez, dit-elle en me tendant la coupe. Je pensais que vous vous sentiriez peut-être seul ici dans le coin. » J'acceptai le champagne avec gratitude. « Merci, Madame Accard. »« Victoria, s'il vous plaît, dit-elle avec un léger sourire. Après tout, nous sommes de la même famille maintenant. » Je hochai la tête. « Victoria. Et appelez-moi Audrey. » Nous sommes restés ensemble à regarder Émile et Perle danser leur première danse en tant que mari et femme. Vous savez, dit Victoria après une pause. Didier et moi n'avons pas toujours été aisés. Nous avons eu un début très difficile. C'est peut-être pour ça que je m'efforce tant que tout soit parfait, pour que personne ne puisse dire que nous ne sommes pas assez bien. Je la regardai avec une nouvelle compréhension. Je n'ai jamais pensé que vous n'étiez pas assez bien, Victoria. C'est juste que parfois je suis trop directe. Elle sourit. Et moi, je suis trop concentrée sur les apparences. Peut-être avons-nous toutes les deux quelque chose à apprendre l'une de l'autre. Nous avons trinqué, et j'ai senti que peut-être, sinon une amitié, du moins un respect mutuel commençait à se former entre nous. Plus tard, Guillaume s'approcha de moi. Il avait l'air un peu gêné, mais déterminé. « Maman,
je voulais m'excuser de ne pas avoir insisté sur ton invitation, d'avoir laissé les choses aller si loin. Je secouai la tête. Ne t'excuse pas, Guillaume. Tu étais pris entre le marteau et l'enclume. Je comprends. Ça n'a pas d'importance. Il avait l'air sincèrement contrarié. J'aurais dû faire preuve de plus de caractère, comme Émile aujourd'hui. C'est un homme bon. Je suis d'accord, dis-je fièrement. Il a du cran. Toi aussi. Guillaume sourit. Cette moto. C'est quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça toute seule. Eh bien, pas entièrement, répondis-je modestement. Léonard a beaucoup aidé. Et Chris, d'une certaine manière. J'ai utilisé beaucoup de ce qu'il m'a appris au fil des années où nous étions mariés. Guillaume hocha la tête, une ombre de tristesse passant dans ses yeux à la mention de son père. Il aurait été fier de toi, maman. Et d'Émile aussi. Je sais, dis-je doucement. Il a toujours été fier de vous deux. Nous sommes restés là en silence, chacun perdu dans ses propres pensées sur Chris. Puis Guillaume suggéra soudain. Tu veux danser, maman, comme avant? Je haussai les sourcils de surprise. Tu te souviens comment on dansait dans la cuisine au son de la radio quand tu avais 10 ans? Bien sûr que je m'en souviens, sourit-il. Tu m'étais toujours Elvis et tu me faisais mener. Tu disais qu'un vrai homme devait savoir danser. Je ris. C'est vrai. Alors, on danse? Il me tendit la main. Je pris sa paume. Avec plaisir, mon fils. Nous nous sommes avancés sur la piste de danse où plusieurs couples tournaient déjà. Du coin de l'œil, je vis Émile, qui dansait avec Perle, nous repérer et sourire largement. Il se pencha vers sa femme et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle se retourna, nous vit, Guillaume et moi, et sourit à son tour. En dansant avec mon fils au son de la musique mélodieuse, je sentis le poids des dernières années commencer à se lever. Mon caractère vif ne changera peut-être jamais complètement. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a toujours un moyen de trouver un terrain d'entente si l'on s'y efforce. Après la danse, Émile amena Perle vers moi. Mamie, nous voulions te dire quelque chose. Perle sourit timidement. Nous avons décidé de changer nos plans pour la lune de miel. Au lieu de nous envoler pour les Bahamas, nous allons faire un road trip à travers le pays à moto. Je ne pus cacher ma surprise. Sur la Triumph. C'est notre décision, dit fermement Émile. Perle a toujours voulu voir la vraie France, pas seulement les sites touristiques. Et j'ai toujours rêvé de faire un long voyage sur une moto classique. Maintenant, nous avons l'occasion de combiner nos deux désirs. Et nous aimerions commencer notre voyage par une visite chez toi, ajouta Perle. Une semaine après le mariage, pour te montrer comment nous nous installons avec la moto et juste pour te rendre visite, Audrey. J'étais touchée. Je serai très heureuse de vous voir tous les deux. Et merci, Perle, de comprendre. Elle secoua la tête. Merci à toi de m'avoir montré que le véritable amour s'exprime par des actes, pas par des mots. J'ai beaucoup appris de toi aujourd'hui. Alors qu'il s'éloignait, je remarquai que Véronique nous observait de l'autre côté de la salle. Son visage était pensif, mais pas hostile. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a légèrement hoché la tête, pas de manière amicale, mais avec un certain respect. J'ai hoché la tête en retour, sachant qu'une réconciliation complète avec ma belle-fille prendrait plus de temps, mais que le premier pas avait été fait. La soirée s'est poursuivie, et j'ai savouré chaque instant. J'ai dansé avec Léonard, qu'Émile avait invité spécialement après avoir appris son rôle dans la restauration de la moto. J'ai parlé de voitures classiques avec Didier Accard et découvert que nous avions beaucoup plus en commun que je ne l'avais pensé. J'ai même échangé des recettes de biscuits avec Victoria. Il s'est avéré qu'elle était une excellente pâtissière, bien qu'elle essayât de le cacher à ses amis de la haute société. Quand il fut temps pour les jeunes mariés de partir, tous les invités se sont alignés à la sortie du restaurant, formant un couloir vivant. Émile et Perle, heureux et radieux, le traversèrent sous les applaudissements et les félicitations. Une Triumph décorée de rubans et de fleurs les attendait à la sortie. Quelqu'un avait même attaché un panneau traditionnel, « Juste marié », sur le garde-boue arrière. Émile aida Perle à s'installer sur le siège passager, lui tendit un casque, un modèle moderne avec une bonne protection. J'y avais insisté, puis se mit au volant et mit son propre casque. Avant de baisser sa visière, il croisa mon regard dans la foule et me fit un pouce levé. Je souris et hochai la tête, sentant mes yeux se remplir de larmes de bonheur. La moto démarra au premier essai, et son rugissement remplit l'air du soir.
Les invités saluèrent et jetèrent des pétales de rose alors qu'Émile et Perle s'éloignaient lentement, puis prirent de la vitesse et s'engagèrent sur la route, disparaissant au loin. Je restai à les regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent au tournant. Léonard s'arrêta à côté de moi. « Eh bien, vieille carne, on dirait que ton plan a fonctionné encore mieux que prévu. » Je souris. « C'est vrai, vieux schnock. C'est vrai. »« Alors, et maintenant ?» demanda-t-il. « Que vas-tu faire après un tel triomphe ?» Je réfléchis un instant, regardant le soleil couchant. « Tu sais, mon jardin a besoin d'être désherbé. Et puis, peut-être que je me mettrai à quelque chose de nouveau. Peut-être que j'apprendrai à jouer de la guitare. » Léonard rit. « De la guitare ? À ton âge ? » « Pourquoi pas ?» lui fis-je un clin d'œil. Comme les 3 dernières semaines l'ont montré, rien ne m'est impossible. 6 mois plus tard, ma vie avait plus changé que je n'aurais pu l'imaginer le jour du mariage d'Émile. Ma relation avec ma famille s'était considérablement améliorée. Guillaume appelait régulièrement, pas seulement pour les fêtes. Véronique était encore un peu distante, mais sans l'hostilité d'avant. Victoria Accard m'a invité à son club de lecture, et à ma grande surprise, j'ai accepté. Didier passait parfois pour parler de mécanique, et Léonard et moi l'avons aidé à restaurer une horloge ancienne qu'il avait héritée de son grand-père. Émile et Perle ont tenu leurs promesses et sont partis en voyage sur la Triumph, m'envoyant régulièrement des photos de différentes régions du pays. Ils ont l'air si heureux sur ces photos, bronzés, souriants, les cheveux au vent. Et récemment, ils ont envoyé une photo spéciale. Perle debout à côté d'une moto avec un ventre rond à peine visible. Au dos était écrit « Mamie, tu vas bientôt être arrière-grand-mère. Nous espérons que tu apprendras au bébé tout ce que tu sais. Avec amour, Émile et Perle. » J'ai regardé cette photo pendant longtemps, sentant une chaleur se répandre en moi. La vie continue et malgré tous les conflits et les malentendus, l'amour trouve toujours un moyen de surmonter les obstacles. Parfois, il suffit juste du bon outil et d'un peu d'ingéniosité, comme aimait à le dire Chris. Et parfois, il faut une vieille moto et une grand-mère têtue qui n'a pas peur de se salir les mains.